Bonjour et merci de vous être joints à nous aujourd'hui. Today we will hear from Canada's Chief Public Health Officer, Dr. Theresa Tam, from the Deputy Chief Public Health Officer of Canada, Dr. Howard Njoo, from the Minister of Employment, Workforce Development and Disability Inclusion, Carla Qualtrough, et bien sûr le Président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos. Dr. Tam, please. Good afternoon and bon après-midi à tous. As usual, I will begin with an update on the latest numbers for COVID-19 in Canada. There are now 99,147 cases, including 8,175 deaths, and 61,042, or 62%, have now recovered. Labs across Canada have tested over 2,183,000 people for COVID-19 to date. Over the past week, we have tested an average of 33,000 people daily, with 2% testing positive. These numbers do change quickly, and they're updated daily in the evenings on canada.ca/coronavirus. Today, I want to stop and reflect a little bit on the numbers. Although we read and post these numbers online every day, we can't forget that there is so much more behind them. Every case is a person with family, friends, and community who have been confronted with the illness and its uncertain outcomes. Some people have endured painful separation from their loved ones during severe illness and hospitalization, and many have suffered the unspeakable pain of a loved one lost to COVID-19. As I take a step back to reflect on the human stories behind the numbers today, I want to acknowledge the lives we have lost and to offer my sympathy to those who continue to grieve their loss the deepest. I don't think there is a day that has gone by when Canadians haven't considered what these numbers really mean. And I know that it's been a big part of what has united and driven us to make sacrifices to stop the virus from doing even more damage. So for those moments that we're tired of this new way of life, it helps to look back at what we've sacrificed, but also to consider the progress we've made and to gather our strength and resolve to continue forward together. Yesterday, we reached a new milestone in the percentage of cases that have recovered, with over 60% of all cases recovered. This is a sign that the epidemic has slowed enough that the new cases are no longer overtaking those coming off the long road to recovery. It also means that we've protected the health system and have been able to support severely ill cases through the worst of their illness. However, even though the epidemic growth has slowed considerably across the country, and we can now see these hopeful signs, this is the part where we gather our strength and resolve to continue our efforts. Because it may only take one new case of COVID-19 to spark an outbreak or renewed epidemic growth that could change our trajectory. The hard truth is that COVID-19 is still very much with us. There is no room for complacency with COVID-19. We all need to keep up with public health measures to maintain epidemic control. That means there is only one way to go out, and that is to go out smart, with physical distancing, frequent hand washing, and cough etiquette. This includes wearing a non-medical mask in areas where COVID-19 is still active, and you can't keep the 2-meter distance from others. Most importantly, if you have any symptoms, even if mild, it is vital that you stay home and away from others to prevent spreading the virus. Thank you. Merci. Okay, thank you very much, Dr. Tam. Et maintenant, je donne la parole à Dr. Howard Njoo. Dr. Njoo, s'il vous plaît. Merci. Bon après-midi. Comme d'habitude, voici les derniers chiffres sur la COVID-19 au Canada. Il y a maintenant 99 147 cas, dont 8 175 décès et 61 042 personnes rétablies, soit 62% des cas. À ce jour, les laboratoires au Canada ont analysé les tests de dépistage de la COVID-19 de plus de 2 183 000 personnes. Au cours de la dernière semaine, nous avons testé en moyenne 33 000 personnes par jour. 2% d'entre elles ont obtenu un résultat positif. Ces chiffres évoluent rapidement et sont mis à jour quotidiennement en soirée sur le site canada.ca/le coronavirus. Aujourd'hui, plutôt que d'aborder un autre sujet, on voudrait s'arrêter sur les chiffres. Même si nous les lisons et les affichons en ligne tous les jours, nous savons qu'ils veulent dire beaucoup plus. Chaque cas est une personne dont la famille, les amis et la collectivité ont dû faire face à la maladie
et à son issue incertaine. Certaines personnes ont été séparées d'êtres qui leur sont chers, qui ont dû être hospitalisés parce qu'ils étaient très malades. De nombreuses personnes ont dû faire le deuil douloureux d'un de leurs proches décédés des suites de la COVID-19. En prenant le temps aujourd'hui de réfléchir à ce qui signifient réellement les chiffres, nous voulons rendre hommage aux personnes qui sont décédées et offrir nos condoléances à celles qui continuent de faire le deuil d'un de leurs proches. On ne croit pas que les Canadiens aient un jour cessé de réfléchir à ce que ces chiffres signifient réellement. Et on sait que c'est une grande partie ce qui nous a unis et poussés à faire des sacrifices pour éviter que le virus ne frappe plus fort. Alors, quand nous nous lassons de notre nouveau mode de vie, nous pouvons penser aux sacrifices que nous avons faits et nous pouvons aussi songer au progrès que nous avons accompli, prendre notre courage à deux mains et continuer d'avancer ensemble. Hier, nous avons atteint un jalon pour ce qui est du pourcentage de personnes rétablies, plus de 60% des cas. C'est le signe que l'épidémie a ralenti au point où le nombre de nouveaux cas ne dépasse pas le nombre de personnes qui se rétablissent lentement. Cela veut aussi dire que nous avons protégé le système de santé, que nous avons pu nous occuper des patients les plus gravement atteints au plus fort de la maladie. Mais même si la croissance de l'épidémie a considérablement ralenti partout au pays et qu'il y a des signes d'espoir, c'est le moment de rassembler notre courage et de poursuivre nos efforts. Parce qu'un seul cas de COVID-19 peut être à l'origine d'une épidémie ou d'une recrudescence de l'épidémie qui pourrait modifier notre parcours. La dure vérité, c'est que la COVID-19 est toujours très présente. Nous ne pouvons pas être complaisants envers la COVID-19. Nous devons tous respecter les mesures de santé publique pour continuer à maîtriser l'épidémie. Cela signifie que nous n'avons d'autre choix que de sortir prudemment en gardant nos distances, en nous lavant les mains fréquemment et en respectant l'étiquette respiratoire. Nous devons porter un masque non médical dans les zones où le virus est encore actif ou quand nous ne pouvons pas rester à 2 mètres des autres. Et le plus important, si nous avons des symptômes, même faibles, nous devons absolument rester à la maison, loin des autres, pour éviter la propagation du virus. Merci. Merci, Dr. Njoo. And now we will hear from our Minister of Employment, Workforce Development and Disability Inclusion, Carla Qualtrough. Carla, please. Thank you. Good afternoon, everyone. I'm pleased to join you today to provide an update on the actions being taken by our government to support Canadians impacted by COVID-19 as we carefully and safely reopen our economy. We all know and agree that the best way to bring back the economy quickly and efficiently is by helping Canadians get back to work. We know that approximately 1.2 million Canadians who were getting financial help through the CERB are no longer in need of it. We also know that as of June 16th, over 223,000 employers have applied for the Canada Emergency Wage Subsidy, supporting over 2.6 million employees across the country. Les récents chiffres sur l'emploi ont montré des progrès en ce qui concerne le retour au travail, mais ils nous ont aussi montré que bon nombre de Canadiens vivent encore des difficultés. Today, we are announcing the extension of the CERB by 8 weeks, at the current rate of $500 per week. We know that this will go a long way for Canadians who simply don't have a job to return to, and for workers in industries that haven't yet reopened. Extending the CERB will give workers greater confidence that they will continue to get the support they need as they face ongoing disruptions to their work and home situations due to COVID-19. The CERB will continue to be available from March 15th to October 3rd. In that time period, workers will now have 24 weeks of the CERB available to them. While the CERB has been helping millions of Canadian workers get through this difficult time, we know that this benefit is not a long-term solution. We are moving from a phase in the pandemic where we were asking everyone to stay home to a phase where workers are going back to work when it is safe and possible for them to do so. Nous tenons à ce que nos programmes continuent de soutenir les Canadiens et notre économie. C'est pourquoi, au cours des prochaines semaines, nous continuerons de surveiller la situation et de nous assurer qu'en septembre, nous pourrons adapter nos systèmes et aider les travailleurs canadiens
qui seront alors plus nombreux à retourner sur le marché du travail. We know that Canadians are ready and eager to do their part. We expect that workers will be seeking work opportunities or returning to work when their employer reaches out to them, provided they are able and it is reasonable to do so. We encourage Canadians to consult the Job Bank, Canada's National Employment Service, that offers tools to help with job searches. These expectations will be clearly set out in the CERB attestation. As I've said many times before, together we will get through this. Thank you. Merci beaucoup. Okay, thank you very much, Carla. Et maintenant, je donne la parole au président du Conseil du Trésor, Jean-Yves Duclos. Jean-Yves, s'il vous plaît. Thank you, Christia. Good afternoon, everyone. Bonjour tout le monde. Two important announcements this morning made by the Prime Minister. The first on the extension of our agreement with the United States on our shared border, both to maintain and protect the health of Canadians and to protect and maintain the flow of people for essential reasons. Et la deuxième annonce, c'est celle que notre collègue Carla vient tout juste de résumer, c'est l'extension pour 8 semaines de la prestation canadienne d'urgence avec des conditions qui vont tenir compte des améliorations significatives, mais modestes quand même dans le portrait plus général des choses en matière de marché de l'emploi. Et une inclusion dans l'attestation de l'attente que les travailleurs vont accepter lorsqu'il est raisonnable et possible de le faire un emploi et aussi un usage du guichet emploi du gouvernement canadien qui va permettre un bon arrimage entre les possibilités d'emploi de plus en plus importantes qui vont se présenter au cours des prochaines semaines et la disponibilité et la capacité de certains travailleurs d'accepter ces emplois. Donc, un contexte qui tient compte à la fois de l'évolution du marché du travail, mais aussi de la reconnaissance qu'il y a encore des millions de Canadiens présentement au Canada qui ont beaucoup de difficultés à se trouver un emploi et donc beaucoup de difficultés à joindre les deux bouts. Merci beaucoup, Jean-Yves. Et on est prêt maintenant à répondre à vos questions. Thank you, Deputy Prime Minister. As usual, we'll start with 3 questions on the phone, 1 question, 1 follow-up, and then we'll turn to the room. Operator, over to you. Thank you. Merci. Please press star 1 at this time if you have a question. Veuillez, s'il vous plaît, appuyer sur étoile 1 maintenant pour poser une question. La première question est de Raymond Filion, de TVA. À vous la parole. Merci. Bonjour. Une question pour M. Duclos. La question a été posée à M. Trudeau en point de presse ce matin, mais on n'a pas eu de réponse. En ce qui a trait au coût de cette prolongation de 8 semaines, à combien vous les évaluez? Très bonne question. 2 réponses rapides. La première réponse, c'est que les coûts vont évidemment évoluer au cours des prochaines semaines. Initialement, on les connaît déjà et ma collègue Carla pourra donner les précisions, mais ce sont des coûts qui étaient plus importants au départ. Déjà, on a connu au cours des dernières semaines une baisse substantielle du coût de la prestation canadienne d'urgence pour de bonnes raisons. C'est qu'il y a à peu près 1,2 million de Canadiens qui ne demandent plus cette prestation parce qu'ils n'en ont plus besoin. Et il y a un lien, si je peux rapidement ajouter, avec les bons résultats que Statistique Canada a communiqués il y a une douzaine de jours, le 5 juin dernier, lorsque Statistique Canada a rapporté 300 000 nouveaux emplois créés. Ceci étant dit, on s'attend à ce que ces coûts continuent de baisser au cours des prochaines semaines parce que, comme on le disait il y a quelques instants, on s'attend à ce que davantage d'employeurs aient recours à la subvention salariale d'urgence et donc moins de travailleurs aient besoin de la prestation canadienne d'urgence. Raymond, alors, quelle est la projection? Combien ça va coûter? Raymond, juste un instant, on va répéter la réponse en anglais, puis on te revient tout de suite. Thank you. So, briefly in English, we are mindful that the costs of the CERB have changed over the last few weeks, and for good reasons, as Minister Qualtrough, and she might want to make that even more precise, has said. Now, initially, we had a large number of CERB recipients because we wanted those Canadians to be away from work for health reasons. That has changed over the last few weeks. Minister Qualtrough did mention that 1.2 million Canadians didn't need to serve anymore because they had found a new job. Now, we expect that trend to continue over the next few weeks because we expect more and more Canadians to be able to switch to the emergency wage subsidies and therefore not to receive the CERB anymore.
Je peux ajouter dans la lutte de langue, au début du mois de juin, ça a coûté à peu près 44 milliards pour le PCU. C'était à peu près au plus haut, c'était à peu près 17 milliards par mois. Comme mon collègue a dit, ça change. Ça change quand le nombre de personnes sur le PCU change. Ça vient plus bas qu'auparavant. Mais quand il y avait 8 millions de personnes sur le PCU, ça coûtait à peu près 17-18 milliards par mois. Alors, in English, as of the beginning of June, the cost for the CERB was around $44 billion. We know at its height, when we had 8 million people on the CERB, it was averaging about $17 billion per month. As my colleague has said, the number of people on the CERB is going down for two reasons. Firstly, because people are switching over to the wage subsidy. We've had 2.6 million workers now on the wage subsidy. And secondly, because people are going back to work. So we know in the next couple of months, we expect those numbers to go down further. We don't know yet what those exact numbers will be, but the best math I can give you is what I just did. Thank you, Minister. Raymond, en suivi. Donc, vous n'avez pas évalué le coût, c'est ce que je comprends. Là. Ce que je voulais avoir simplement, c'était à combien vous évaluez le coût sur 24 semaines totales, le chiffre seulement. Vous ne l'avez pas? On estime que ça va coûter maximum 17 milliards par mois. Alors, 17 par fois à peu près 6 mois, ça va être le nom. Mais c'est très difficile à estimer maintenant. Alors, on a un maximum, mais on n'a pas le montant exactement. Ça vraiment dépend des travailleurs et qui est sur quel programme. Thank you, Minister. Opérateur, prochaine question, s'il vous plaît. Thank you. Merci. The next question, la prochaine question, is from Jordan Press from the Canadian Press. Please go ahead. Oh, hi. Good afternoon. Just on the extension of the CERB, Minister Qualtrough, you mentioned that there would be some wording in the attestation in regards to the requirements for recipients to be looking for work or at least to take work. Can you just detail a little bit about the exact requirements that will be placed on workers as well as businesses when it comes to deciding whether someone should actually be receiving the CERB going forward? Thank you, Jordan. So, as you know, we are hoping, the situation has changed with the CERB. When we put it in place, the CERB was a reflection of the fact that we were asking workers to stay home. And that's changed. This was not a benefit that was set up to transition people back to work. We understand that we don't want to disincentivize work. So what we're asking and expecting and telling people in the attestation they should be doing is, of course, looking for work. Now, we know Canadians want to get work, and they are looking for work actively, so we don't think this is in any way a burden that anyone can't bear. But we also know that there will be circumstances where work may be available, but it might not be reasonable for an individual because of their circumstances to take it. They may have childcare responsibilities. They may have elder care responsibilities. They may be ill, or they may have COVID symptoms. So we can't impose an obligation on somebody to take a job, but we are encouraging and saying that through the attestation that people actively seek work and take it when it's reasonable in their circumstances to do so. Jordan, follow up? Yes, thank you for that. Just on another matter, in regards to the statement from the Black Parliamentary Caucus this morning, it's signed by a number of allies. So to Ministers Duclos and Qualtrough, can you explain what your signature means as far as actions you plan to take as a cabinet minister? And for the Deputy Prime Minister, can you just explain a little bit about why your name wasn't attached to this statement? I'm going to start just by clarifying, which is that my name is on the statement. I think that there was a snafu in one of the initial releases, but I did choose yesterday to sign it. And look, I think that the past couple of weeks have been a turning point for Canadians in really understanding that systemic racism, systemic discrimination exists in our country, that anti-Black racism exists in our country, and that we need to do something about it. And I see this statement as one of those steps. I would also really like to thank Greg Fergus for his hard work in putting the statement together.
in working with all of us as members of his caucus on these really important issues. And I don't know if my colleagues would like to add anything. I will say that in English because it's something that is dear to me across Canada and certainly where I come from in Quebec City. It's something that came to me first when I heard the Prime Minister say a couple of weeks ago that for people like me, because of who I am and where I come from and the fact that I never suffered any discrimination, the most important thing is to understand how the other and how others feel in their hearts, in their minds, and how they see and unfortunately live with the barriers that come with being a Black Canadian. And I had exchanges, very fruitful exchanges with some Black Canadians over the last few days in my riding of Quebec. And I thought that the initiative that Greg Fergus was putting forward was a way to relate and to support those views that I heard in Quebec City just very recently. And perhaps I'll add, I mean, before politics, was a human rights lawyer. And I think what's really important about the conversations that have been going on over the past weeks, is acknowledging that maybe on the face of it, some of our systems seem fair and neutral, but they're not. We have unconscious bias, we have cultural attitudes, we have predispositions to think and see things in a specific way. And these underlying systemic issues are very, very difficult to change. But if we don't even talk about them, we don't even have a place to start from. This is a really important document because it commits all of us to have those systemic conversations, to challenge the assumptions that have been underlying how we make policy, how we deliver programs, how we design systems, because they don't include everyone from the start. And we know that. Those of us who've been fighting discriminations our entire careers know this, and it's about time we all acknowledge it. Thank you. Operator, next question, please. Thank you, merci. The next question, la prochaine question est de Hélène Bizetti du Devoir. À vous la parole. Oui, bonjour. Je pense que ma question est pour Mme Qualtrough. La semaine dernière, votre gouvernement a déposé un projet de loi qui aurait instauré des pénalités pour les fraudeurs de la PCU. Le projet de loi n'a pas pu être débattu à la Chambre. Alors, j'aimerais savoir, avez-vous abandonné cette idée? Quelles sont vos options pour aller de l'avant avec les pénalités alors que le Parlement va cesser bientôt? On n'a vraiment pas abandonné l'idée qu'on veut les pénalités pour les fraudeurs sur le PCU. Maintenant, on continue de tracer les personnes, de trouver les instances de fraude, mais pour le moment, on n'a pas un mécanisme légal de chasser et continuer de poursuivre les personnes, mais ça ne veut pas dire qu'on ne continue pas avec nos mesures d'intégrité. On va absolument déterminer qui a payé, qui a reçu le PCU fraudulentement. C'est juste qu'on n'a maintenant pas les pénalités ou les choses criminelles, mais on continue de chasser les fraudes absolument. Et juste, je vous demandais, est-ce que vous avez abandonné l'idée de faire adopter des mesures criminelles? Mais j'aimerais ma deuxième question la poser à vous tous, ministres, qui avez signé cette déclaration du Caucus noir réclamant notamment la fin des peines minimales parce qu'elles affectent de manière disproportionnée les personnes noires, les personnes autochtones. Or, je vous soumets que c'est une promesse électorale que vous avez faite en 2015 qui était dans la lettre de mandat de votre ministre de la Justice, elle-même une autochtone, Jody Wilson-Raybould, et vous ne l'avez pas fait 5 ans plus tard que vous êtes au pouvoir. Pourquoi? Et pourquoi devrait-on vous croire que cette fois, c'est la bonne? Maybe we can use the same order, starting with the Deputy Prime Minister. Merci Hélène pour la question. Je pense que les événements de 7 mois ont souligné pour les Canadiens l'existence de la discrimination, du racisme systémique dans notre pays. Et je pense que pour nous, le racisme, on parle aujourd'hui du
racisme anti-noir. Je pense qu'en tant que Canadienne, nous devons toujours aussi parler du racisme contre les Autochtones. Et je pense que c'est vraiment un moment quand nous tous avons une obligation de penser encore une fois, de regarder encore une fois qu'est-ce qu'on peut faire pour démanteler cet racisme systémique. Je pense que les propositions que le caucus noir ont les propositions du caucus noir sont très importantes et c'est pour cette raison que nous, les alliés, ont signé aussi la lettre du caucus. On a vraiment du travail à faire et je pense aussi que après que c'est un moment que nous donne ici au Canada la possibilité de vraiment faire les changements importants. Je pense et j'espère que, comme une société, nous avons tous compris à quel niveau ce sont des enjeux importants et à quel niveau ce sont les enjeux autour desquels on doit vraiment faire des choses concrètes. Très rapidement, Hélène, je vais vous dire qu'on n'a pas du tout abandonné l'idée. Toutefois, si on regarde l'ensemble des mesures, c'est une des idées et un des sujets qui nous anime beaucoup. Moi, je regardais encore très récemment les statistiques en matière d'incarcération et de représentation de la population. Juste pour prendre un exemple, les Noirs au Canada, c'est à peu près 3 de la population, c'est 9 des personnes incarcérées. Les femmes autochtones, 4 de la population des femmes, mais 41 de la population des femmes incarcérées. Donc, il y a de gros enjeux. Ils tournent autour, entre autres, de celui que vous avez mentionné. À nouveau, on n'a pas abandonné. On continue d'y travailler et non seulement d'y travailler, mais de travailler aussi avec d'autres, parce que ce n'est pas tout de compétences, évidemment, exclusivement fédérales. Mais il y a évidemment beaucoup d'autres questions qui accompagnent ces statistiques, les environnements socio-économiques, la privation, évidemment, tout ce qui a rapport avec les liens avec la police, les mesures autres que les mesures carcérales qui peuvent aider à décarcériser cette population qui est surreprésentée dans nos prisons. Merci, Monsieur le Ministre. We will now turn to the room, starting with either Ian, I think. Ian Wood, CTV News. Minister Qualtrough, or Duclos, Freeland, whoever wants to jump in on this one. The CERB extension today, are there going to be any more strings attached or eligibility changes? As I said, we are sticking with $500 a week. The de minimis, or the allowable earnings, is staying at $1,000. We are going to have stronger language in the attestation that encourages, even expects workers to look for work, take work when it's reasonable for them to do so. But those will be and remain the fundamental bones of the projects, the program. Okay. With regard to the U.S. border, is this going to is the extension, is it going to continue to apply to our land, air, and sea borders? And have we taken any precautions to stop the Americans using the Alaska loophole to come into our country? And was this a Canadian ask, seeing as the U.S. is failing to flatten its curve? So when it comes to the Canada-U.S. border, as the Prime Minister announced today, we have agreed with our American neighbors to roll over for another 30 days the measures that we have currently in place. That conversation with our American partners was very collaborative. It was based on a mutual recognition that the measures we currently have in place are working very well. And in particular, that both countries have managed to do something which is really hard, which is to have restrictions on non-essential travel in place
while essential travel continues. That was our objective from the beginning. Very important for the Canadian economy and for the U.S. economy. And I'm just really pleased that we have managed to achieve that. And even as we are reopening our economy, we see that trade in goods, including trade in goods in the medical supply chain, continues to happen unimpeded and has done so from the beginning. The measures are exactly the same as the ones that apply today. So yes, they apply to all of Canada's borders. In terms of the situation which has been reported on in Banff, we are very clear that Canada's rules are you can enter for essential reasons, but not for non-essential ones. Just as some Canadians, for example, Canadians who live in Campobello, need to routinely cross through the United States to travel to other parts of Canada. We recognize there are Americans in that position. Having said that, the RCMP in Banff is following up on this particular report and is encouraging Canadians to let them know if they see other people who seem to fall into this category. And Minister Blair has instructed the CBSA to take further care to ensure that the people coming into Canada from the U.S. are truly coming for essential reasons. And let me just add, these measures are in place for a reason. They are to protect us and they are to protect our neighbors. Let's remember, we do still have some travel restrictions in place within Canada. As we have heard from our doctors, although we are succeeding in flattening the curve in Canada because of the hard work of every single Canadian, we're not there yet, and it's important to continue to be cautious and prudent. And I would say to our American friends and neighbors, I love the Rockies too. I grew up in Alberta. Personally, I can think of no better place to spend time, but now is not the time to visit. Hopefully, we will be back to normal at some point soon. Thank you, Deputy Prime Minister. Olivia? Doctors. Deputy Prime Minister Freeland, I have a question for you about the temporary foreign worker situation with Mexico. The country is reportedly holding back as many as 5,000 temporary foreign workers. I'm wondering if you can tell us if an investigation is taking place to find out what happened to these temporary foreign workers who died of COVID-19 in Canada. What sort of protections is your government considering to put further in place to protect foreign temporary workers who are in Canada? And as well, what are you doing for Canadian farmers who are relying on these temporary foreign workers to come here to Canada? Okay, lots of questions in there. And let me start with the most important point, which is how sad we all are about the deaths of these people who came to our country to help us. And to work hard and to help themselves and their families. And it is a real tragedy. And our hearts go out to their families and their friends. The Prime Minister yesterday had a conversation with the President of Mexico, and both leaders reiterated the strength of our relationship and our connection with Mexico. Marie-Claude Bibeau, our Minister of Agriculture, has spoken also with Mexican officials about this. We are working closely with the province of Ontario to ensure that the conditions in which temporary foreign workers live are ones that don't harm their health. And I think that all Canadians need to take that obligation very, very seriously. And of course, the employers need to take that obligation very, very seriously. Our government has provided support back in the early days of the pandemic
to farmers to help support the quarantine of temporary foreign workers arriving in Canada. And it's really, really important that these workers, like everybody working in Canada, live and work in safe and healthy conditions. That's something our government is very, very concerned about, very focused on. And let me just add also, we're very grateful for the partnership and the collaboration with Mexico, the Mexican government. My next question is for Dr. Tam. I want to ask about the recovery trial results in the UK and the drug dexamethasone. Would the Canadian government consider using it or testing it here? So thank you for the question. So dexamethasone is a steroid, which is quite prevalent and available, of course, in Canada. And so we will look with great interest towards the actual publication of this randomized controlled trial. Right now, we're hearing it certainly at the first instance from the media, but we would like to certainly examine the trial results as they are published as well. And then, of course, have the clinicians and the people working in our hospitals and ICU consider whether this is an appropriate thing. But I think as we've seen with many treatments being proposed in the course of learning about this new virus, it's very important for us to actually examine the results very carefully before making any further recommendations. And I would say that it would be the clinical expertise that will be applied in Canada to look at that. Merci, Dr. Tam. On va prendre deux dernières questions au téléphone. We'll take two last questions on the phone. Operator. Thank you. Merci. The next question, la prochaine question est de Micheline Laflamme de Radio-Canada. À vous la parole. Bonjour. J'aimerais justement peut-être avoir une réaction, Dr. Njoo, sur ce médicament-là, excusez-moi, il n'est pas sous les yeux, dexamethasone, si vous pouviez répondre. Et si effectivement, une fois que vous aurez vu les études et si il s'avérait que le médicament soit concluant, combien de temps ça pourrait prendre avant qu'on l'utilise dans les hôpitaux à travers le pays? Merci pour la question. Comme Dr. Tam a constaté, nous sommes au courant. On a vu aussi les nouvelles dans les médias, mais on s'intéresse beaucoup à regarder les résultats dans une publication scientifique. C'est avec une analyse qu'on va aussi discuter avec nos homologues des provinces et territoires et aussi les chercheurs partout au Canada, parce que, en effet, s'il y a vraiment des résultats comme qui sont comme optimistes, peut-être c'est peut-être quelque chose à considérer. C'est sûr, peut-être qu'on va considérer peut-être avoir des essais aussi au Canada. C'est pas une question d'utiliser dans les hôpitaux au Canada, mais aussi de peut-être continuer avec la recherche ici au Canada, parce que c'est toujours la science qui évolue et c'est pas une question avec seulement une étude. On est prêt à utiliser partout au Canada. C'est une question de vraiment dans une façon prudemment utiliser les résultats et aussi discuter avec les scientifiques c'est quoi les prochaines étapes pour considérer les essais ici au Canada. Si on fait ça, je pense que on est très, comme il dit, habile au Canada avec des chercheurs, avec les réseaux ici déjà établis au Canada. Je pense que si on décide peut-être au futur d'avoir des essais au Canada, on peut mettre comme dit, en vigueur rapidement. Merci. Micheline, en suivi? Concernant la PCU et sa prolongation, j'imagine que les travailleurs saisonniers, tout que vous vouliez inclure dans le projet de loi ne seront pas touchés. Est-ce qu'il y a moyen pour vous d'élargir l'admissibilité ou en ce moment, c'est vraiment tout simplement ceux qui ont eu droit à la PCU jusqu'à maintenant pourront la recevoir pour une période plus longue? Merci pour la question. Pour être clair, les travailleurs saisonniers sont maintenant inclus dans le programme de PCU. L'inclusion des travailleurs saisonniers était un issue pour les changements qu'on voulait faire sur la subvention salariale. Alors, pour le PCU, ça n'a pas changé. Les changements qu'on voulait faire la semaine passée, ça ne faisait pas d'impact sur les travailleurs saisonniers. Thank you, Minister. Operator, last question, please. Thank you. Merci.
The last question, la dernière question, est de Mélanie Marquis de La Presse. À vous la parole. Merci beaucoup. Ma question est pour Madame Freeland. Demain, c'est une journée importante pour le Canada à l'ONU. Il y a le vote sur ce siège non permanent au Conseil de sécurité. Vous avez été ministre des Affaires étrangères. On vous a reproché d'avoir concentré vos énergies sur les États-Unis au détriment du reste de la planète. Pensez-vous avoir fait tout ce que vous pouviez faire pour aider le Canada à remporter ce siège? Le ministre Justin Trudeau avait fait clairement une priorité. Merci pour la question. Je commencerai en disant que, évidemment, les relations entre le Canada et les États-Unis sont et doivent être une priorité pour le Canada. Je pense que tous les Canadiens et Canadiennes comprennent ça. Et je dois dire que je suis fière du travail que tout notre gouvernement a fait dans nos relations, pour avoir des bonnes relations avec notre voisin. C'est toujours pour chaque gouvernement canadien un travail important, un travail prioritaire. Concernant les relations internationales en général, je suis fière de tout le travail que notre gouvernement a fait du début de l'élection du Premier ministre Trudeau en 2015. Pour moi, le leadership canadien à l'échelle internationale est très important pour les Canadiens et est très important pour le monde. Nous comprenons tous que l'ordre international fondé sur les règles est aujourd'hui menacé par beaucoup des choses, des événements. Et le Canada a une des voix à l'international les plus fortes en renouveler l'ordre international fondé sur les règles. Et je dirais aussi que les valeurs, les principes du Canada aujourd'hui sont importants comme jamais, comme le féminisme, comme la défense de la diversité, comme l'idée que le multilatéralisme est important. Je veux conclure seulement en disant que je suis très fière du travail que notre Premier ministre fait aujourd'hui à l'international et aussi que François-Philippe Champagne, notre ministre des Affaires étrangères, avec qui j'ai échangé ce matin, fait aussi un excellent travail. Merci. In English, please, Deputy Prime Minister. So look, let me just say, when it comes to the United States, Canada's relationship with the United States is and must be a priority for every Canadian government, and it has been a priority rightly for our government as well. And I think Canadians absolutely understand and recognize why it is so important for every Canadian government to do a good job with that relationship, regardless of the politics of the moment. And I will take an opportunity to thank all Canadians, to thank premiers of provinces and territories, to thank mayors, to thank union leaders, to thank business leaders for the Team Canada effort that we mounted together when it came to the renegotiation of NAFTA, which was a major job of our government and actually will only be concluded on July 1st when the new NAFTA comes into force. That was rightly a priority, and we got through it and succeeded together. When it comes to Canada and the world, our voice is important as never before. The rules-based international order, which has been at the center of Canadian foreign policy since Canada first developed a foreign policy, is under threat today.
And Canada is one of the most important voices in the world, fighting for that rules-based international order, fighting to renew that rules-based international order and to make it fit for the 21st century. As an example, just yesterday, my colleague Mary Ng chaired a meeting of the Ottawa group of trade ministers, a very important part of that effort. And some of the principles and ideas that Canada stands for are needed in the world today as never before. Feminism, speaking up for diversity, speaking up for human rights, speaking up for the environment. These are all central values for our government, and they are issues that Canada champions around the world. And let me just conclude by saying that I am really, really proud of the work that our Prime Minister is doing internationally, and really proud of the work that our Foreign Minister, François-Philippe Champagne, is doing. In fact, I was in touch with him just this morning. I know he is working really, really hard. He always does, but more than ever today. Mélanie, en suivi. Oui, écoutez, je rebondis sur ce que vous venez de dire, Mme Freeland. Vous avez parlé à François-Philippe Champagne ce matin. Que vous a-t-il dit de ses espoirs de gagner le vote demain ou peut-être dans un éventuel second tour? On doit être on doit toujours faire tous pour gagner, et c'est ce que le Canada fait aujourd'hui. C'est vraiment un travail d'équipe, et je vais peut-être seulement offrir l'argument que je sais que le Premier ministre fait, que François-Philippe fait, que tous les ministres, que tous nous faisons quand nous on les appelle avec les homologues à l'international. Et c'est que on appuyait le Canada pour la siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. Chaque pays qui vote pour le Canada votera pour son intérêt, parce que avoir le voix du Canada au Conseil de sécurité sera bon pour tout le monde et bon pour chaque pays du monde. Merci. Merci, Madame la Vice-Première ministre. Ceci met fin à la conférence de presse pour aujourd'hui. That's it for today. Thanks, everyone.